Good. Donc, la mi-temps, les mi-temps, qu'est-ce que c'est? Les mi-temps, c'est des séries de webinaires mensuels qui sont présentés par Pour 3 points et qui offrent des conseils et des ressources pour des coachs ou bien toute autre personne qui travaille auprès des jeunes. Et aujourd'hui, le thème de notre mi-temps, c'est l'humilité culturelle. Et pour vous donner une idée de comment va se dérouler notre webinaire, on aura 50 minutes de présentation et juste après, il y aura la session de environ 30 minutes de questions-réponses. Et pour cette session-là, en fait, on vous invite, si vous avez des questions qui vous viennent au cours du webinaire, vous pouvez les noter sur un cahier ou bien sur un morceau de papier que vous avez à la maison. Ou sinon, si vous pouvez les mettre directement dans le chat et puis on s'occupera de les gérer. Et si, encore une fois, il y a des personnes qui souhaitent rester anonymes, vous pouvez me contacter dans le chat privé et puis me poser votre question et puis je ferai en sorte que tous les marqueurs d'identité, que votre nom ne seront pas mentionnés au moment où je poserai votre question. Donc voilà, si j'arrête de parler pour tous les côtés un peu techniques, je vais vous présenter notre invitée aujourd'hui qui est Annabelle McLaughlin. J'espère que j'ai bien prononcé. Et que, donc, elle est sexologue et psychothérapeute. Elle a développé un grand intérêt pour les enjeux interculturels, le racisme sexuel et les thématiques du désir. Dans ses suivis thérapeutiques, Annabelle intègre les principes de l'approche anti-oppressive pour les diversités, souhaitant ainsi offrir une présence bienveillante et une écoute active. Donc, elle co-anime également un podcast Where We At, qui offre un espace sécuritaire pour les communautés culturelles au Québec. Est-ce que j'ai tout dit, Annabelle? Oui, c'est très complet, tu as tout dit. Good, c'est bon, c'est parti. Bon mi-temps à tout le monde. C'est bon, merci beaucoup de la présentation. Oui, donc en fait, je vais juste ajouter mon écran. Parfait. Donc, merci à tout le monde d'être présent ce midi. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. Quand on m'a approché pour parler de l'humilité culturelle en contexte de coaching, ça m'a vraiment interpellée parce que l'humilité culturelle, c'est un concept à la base qui est hyper intéressant parce qu'il s'applique vraiment à différentes sphères de vie. Ça peut être autant point de vue professionnel que personnel, mais quand il s'agit justement du contexte sportif, ça prend beaucoup de sens parce que quand on parle d'humilité culturelle, on doit nécessairement passer par tout ce qui est racisme, stéréotypes raciaux, inégalités, rapports de force. Et dans le sport, justement, c'est un milieu où est-ce que ça a été souvent observé, en fait, parce que le corps constitue l'élément principal. L'outil principal, en fait, le corps est vraiment comme observé, il est utilisé, il est analysé. Donc, si on considère l'univers sportif avec les stéréotypes raciaux, ben, l'humilité culturelle, ça fait beaucoup de sens qu'il faut l'intégrer idéalement dans notre pratique, dans notre formation. Donc, c'est pour ça que pour moi, ça faisait vraiment du sens de parler de ce concept-là dans le contexte du coaching. Mais pas juste coaching dans le sens dans nos interventions, mais aussi le coach qu'on est, l'individu qu'on est, au-delà du professionnel qu'on est devant les jeunes, mais aussi la personne qu'on est à l'intérieur. Puis, c'est ça, il faut passer par les stéréotypes raciaux pour pouvoir arriver à une pratique d'humilité. Puis, les stéréotypes raciaux, juste avant de débuter, j'apporte votre attention sur le terme stéréotypes raciaux parce que tout dépendant, en fait, des présentations, il y en a qui vont parler de stéréotypes qui sont plus stéréotypes culturels, stéréotypes ethniques. Ça va varier un peu les termes qu'on utilise, mais ici, de parler de stéréotypes raciaux, ça prend beaucoup de sens, en fait, parce que on va parler de racisme, on va parler de construction sociale, d'inégalité. Et donc, de parler de stéréotypes raciaux, c'est donc de sous-entendre la race. Mais on est très d'accord en fait que c'est une construction sociale. La race, on fait tous partie de l'espèce humaine, bien évidemment. Mais pour pouvoir déconstruire des inégalités, des rapports de force, il faut faire plus que juste dire ça n'existe pas la race. Il faut
acknowledge, il faut reconnaître en fait les lacunes, les répercussions qu'il y a toujours aujourd'hui en lien avec le racisme et les théories racialisantes. Donc, c'est un peu pour ça que j'utilise le terme stéréotypes raciaux, mais comme vous, là, on s'entend qu'il n'y a pas de race, c'est une construction sociale. Je voulais juste vous préciser. Puis aussi, au fil de la présentation, je vous invite à être peut-être à l'affût de toute charge émotive, charge affective ou une réactivité émotionnelle que vous pourriez ressentir durant la présentation ou même par la suite après. Ça peut continuer votre processus parce que vous l'avez peut-être constaté dans les médias, dans l'actualité. Quand on parle de rapport de force, de discrimination, d'inégalité, ça peut être confrontant. Ça peut être confrontant dans le sens que vous avez peut-être été déjà l'objet de stéréotypes raciaux, d'inégalités. Peut-être que vous-même, vous en avez partagé, vous avez peut-être été l'auteur de certains commentaires racistes. Ou peut-être que vous avez même été dans les deux positions. Hein. Ça peut varier la place qu'on a occupée par rapport aux stéréotypes raciaux, mais dans tous les cas, il reste que ça peut être confrontant puis inconfortable, les émotions, la charge affective qui est associée à cette thématique-là. Souvent, elle est quand même assez chargée. Justement, elle peut, je dirais pas qu'elle est lourde, dans le sens que c'est pas lourd de parler de ça, mais c'est sûr que c'est pas banal, en tout cas. Puis pour plusieurs personnes, quand on en parle, des fois, on peut se perdre un peu dans de la défensive, parfois de la fragilité, parfois dans du déni ou de l'évitement. Donc, ça peut être important des fois de se dire, ah, OK, je vais essayer d'identifier ce qui vient en premier. Puis, juste pour vous donner des exemples, ça peut être de l'inconfort, ça peut être de la gêne, ça peut être de la culpabilité, de la honte même, ça peut être de la peine, de la colère. Il y a vraiment tout type d'émotions qui sont souvent relevées quand on parle d'inégalité, de racisme, puis de stéréotypes raciaux. Mais sachez en fait que au final, c'est tout sauf de l'indifférence. Juste le fait que vous soyez présent en ce moment puis que vous écoutez cette présentation-là, ça montre déjà un très bel intérêt de votre part puis une ouverture. Puis les émotions, souvent, ils n'ont pas vraiment d'étiquette. Hein. Ils ne sont pas négatives ou positives. C'est souvent de notre part en premier qu'on va leur porter un jugement puis une vision plus négative. Mais au départ, elles sont neutres, elles sont valides. Puis c'est souvent en fait l'opportunité de faire mieux. On peut même utiliser la colère ou la culpabilité comme élément moteur pour transformer ça en quelque chose de mieux dans notre pratique en tant que coach, dans notre vie aussi, là, juste en tant qu'individu en général. Fait que ça, c'était peut-être le côté un petit peu plus psychothérapeute, où est-ce que je vous invitais à justement peut-être être à l'affût de s'il y avait une réactivité émotionnelle de votre part tout au long de la présentation, surtout quand il s'agit de parler des stéréotypes raciaux puis des inégalités qui sont toujours en place aujourd'hui. Donc, maintenant que ceci dit, on peut passer un petit peu plus à l'humilité culturelle en contexte sportif. Comme je vous disais tantôt au début, ça fait beaucoup de sens parce que l'espace sportif, peut-être que vous le connaissez mieux que moi, en fait, ça a été un domaine où est-ce que on a remarqué que la ségrégation est apparue plus précocement que dans d'autres domaines. Bien que la ségrégation, là, ça a été appliqué là, à vraiment beaucoup, beaucoup de sphères de la vie, dans le sport, ça a été rapidement observé. C'était très explicite, en fait, la ségrégation. Puis, on a même dit en fait que le sport représentait un peu un genre de micro-société, un peu un reflet des inégalités de la société actuelle en place, des inégalités qu'elles soient raciales, inégalités sociales, inégalités de genre, comme vous l'avez vu dans la première mi-temps. Le sport, c'est un peu un reflet de ce qu'il y a dans la société actuelle. Puis, comme je vous disais tantôt, les stéréotypes raciaux, ils sont très présents dans le sport parce que le corps constitue l'outil principal de performance, mais aussi parce qu'il y a cette mentalité-là un peu de la croyance au don, un peu le fait d'être... s'il y a une performance sportive, c'est un peu l'idée de... C'est ça, la croyance au don, l'idée du cadeau de la nature un peu. Puis cette mentalité-là de la croyance au don, en fait, ça a été très utilisé par des théoriciens qui soutenaient l'idée d'une biologie raciale.
En fait, le sport de haut niveau, ça a été très fertile pour des théories racialisantes. Il y a beaucoup de théoriciens qui soutenaient l'idée justement qu'il y avait une biologie raciale, qui disaient en fait que si des individus issus d'une même région performaient bien dans une pratique sportive, c'était nécessairement dû à leur race qui était porteuse de caractéristiques physiologiques distinctives. Donc, tout ça pour dire que le sport, là, ça a vraiment été un milieu très propice à des théories racialisantes. Ça a été très fertile à ce niveau-là. Donc, avant de passer à la pratique de l'humilité culturelle, il faut nécessairement passer par l'apport historique, un peu comme dans la première mi-temps aussi, pour comprendre comment on peut intégrer une mentalité, un mindset d'humilité culturelle dans son approche. Il faut comprendre tout ce qui s'est mis en place avant au niveau du racisme puis des stéréotypes raciaux. Puis, dans le fond, pour comprendre un peu l'ancrage de ces stéréotypes-là, il faut passer par l'origine, il faut les déconstruire parce qu'aujourd'hui, on a tous des biais implicites, on a tous des idées préconçues, on a tous des préjugés. On grandit, on évolue dans une société qui est encore racialement divisée. Donc, pas que c'est normal qu'on en ait, mais c'est justifié. Pas que c'est justifié, mais je pense que ça s'explique pourquoi aujourd'hui, on en a toujours des stéréotypes. Puis ça vaut la peine, en fait, de se questionner sur l'origine de ces stéréotypes-là, puis de les remettre en question. Parce que un stéréotype, au final, là, ça se passe très vite dans nos têtes. C'est vraiment une association un peu inconsciente, là, en quelques secondes, de voir, par exemple, une personne issue d'un groupe d'appartenance, tout de suite, on fait une association avec une valeur. Ça peut être une valeur au niveau plus du sport, ça peut être une valeur sexuelle. Moi, souvent, je parle avec des clients, c'est plus des stéréotypes ethnosexuels, où est-ce que, justement, on associe le groupe d'appartenance de la personne, son ethnie, à une valeur sexuelle. Donc, c'est vraiment une association qui se fait de manière très, très rapide. Puis, de questionner ce lien-là, ce raccourci-là qu'on fait, ça peut être, je crois, très empowering, là, au final, de se dire, ben, je suis capable de questionner mes associations, les liens que je fais dans ma tête, puis je suis plus juste soumis à des stéréotypes sociaux, mais je suis capable de les déconstruire puis de les comprendre. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je pense que c'est vraiment important de passer par l'histoire pour se sentir plus en pouvoir puis plus actif dans nos modes de pensée plutôt que juste soumis à ce qui est en place en ce moment. Puis pour ce qui est de l'apport historique, en fait, par souci de temps ici pour notre rencontre, je me suis plus concentrée sur ce qu'on relatait au niveau des sportifs noirs, des sportifs blancs, fait que plus la dualité noir-blanc, mais sachez que je suis certaine qu'il devait avoir beaucoup d'autres réalités, puis beaucoup plus de nuances qu'on aurait pu ajouter si on s'était penché sur la réalité des personnes non blanches en général. Moi, je me suis plus concentrée sur dualité joueur noir, joueur blanc, du côté américain, parce que justement, ça ressemblait beaucoup aux stéréotypes en Occident en général. Mais il y a vraiment d'autres réalités qu'on aurait pu intégrer aussi. Donc, au niveau de l'histoire, si on commence entre 1610 jusqu'en 1850, il y avait juste 2 sports, en fait, qui étaient considérés comme étant interraciaux. C'était la boxe et la course de chevaux. Mais on peut se douter, juste en entendant les dates, là, avec le contexte de l'époque, c'était pas des 2 sports interraciaux qui étaient pratiqués vraiment sur le même pied d'égalité pour les personnes noires et les personnes blanches. On ne jouait pas là, dans un esprit de plaisir et de compétition. C'était beaucoup par source de divertissement pour les personnes blanches. Donc, tu sais, les années, je vous ai dit 1610, 1850, là, donc à ce moment-là, s'il y avait des personnes noires qui étaient incitées à pratiquer la boxe ou les courses de chevaux, c'était souvent par des propriétaires d'esclaves, des propriétaires blancs d'esclaves qui avaient un peu pour objectif de dire ben, on va canaliser le potentiel énergétique dans le but d'éviter des révoltes potentielles. Donc là, on peut comprendre, on n'était vraiment pas dans une idée de on va s'amuser tous ensemble, mais beaucoup plus dans une idée de contexte colonial et esclavagiste.
Donc, dès l'origine des premières pratiques sportives, il y avait encore une fois ce reflet-là un peu de la société en général dans le sport, où est-ce que justement les personnes noires étaient soit exclues complètement, et si elles étaient intégrées dans le sport, ben, c'était à la source de divertissement, puis elles occupaient un rôle de figurant. Et très tôt, il s'est comme un peu créé une opposition entre ce qu'on appelle le corps et l'esprit. Le corps étant les sportifs noirs, l'esprit, les personnes blanches. Il y avait vraiment une opposition claire entre les deux. Puis après, à partir de peut-être les années 1850 à 1945, les libertés des personnes noires étaient toujours très limitées, y compris dans le sport. Mais là, c'est que la ségrégation est devenue encore plus explicite. C'est-à-dire que là, il y a eu de nombreux accords qui ont été signés par des managers blancs de certaines franchises, de certaines ligues, comme des ligues de baseball, où est-ce que là, on disait vraiment clairement, on ne veut pas intégrer de joueurs afro-américains dans nos ligues, c'est interdit. Puis juste pour vous donner un exemple un peu plus concret, il y a des gens qui se sont demandé pourquoi les boxeurs noirs avaient une certaine supériorité dans la pratique, puis pourquoi certains performaient mieux. Puis juste comme pour vous lire là, littéralement qu'est-ce qui a été relaté à ce moment-là, je vais vous citer ce qui a été dit. Les gens se sont demandé pourquoi certains individus étaient plus ou moins sensibles au chaos. Cette différence s'expliquait très bien si l'on considère le volume du matelas liquide formé par les méninges et le liquide céphalorachidien dans lequel nage le cerveau. Si le cerveau est petit et que le liquide céphalorachidien est important, l'amortisseur est plus développé. C'est ce qui se passe chez les individus de race noire. Donc ça, c'est juste un exemple vraiment comme concret pour vous montrer un peu encore cette opposition-là qui s'est créée entre le corps et l'esprit. Mais tantôt, je vous disais le corps, la nature, la culture, le corps, l'esprit. Juste un peu avec cette mentalité-là, c'est comme si on invalidait en fait le mérite ou les victoires des sportifs noirs en disant que, ben, ils ont des prédispositions naturelles, ils ont des présumées aptitudes naturelles, alors que si le sportif blanc, lui, il performait bien, c'était plus associé à un intellect, une intelligence, une vitalité d'esprit, un leadership, un engagement. Alors que le joueur noir, ben, ça c'était peu mérité au final, c'était plus instinctif, c'était plus physique. Fait que juste avec ces exemples-là, on peut comprendre un peu on peut comprendre un peu le contexte de l'époque, puis ça fait plus de sens quand on se dit, OK, les stéréotypes raciaux dans le sport, mais clairement, ils proviennent de fondements historiques basés sur un contexte colonial spécifique, où est-ce qu'il y avait une pensée raciste et surtout une vision dualiste. Une vision dualiste où est-ce que justement, on hiérarchisait les capacités intellectuelles, où est-ce qui étaient considérées plus élevées que les capacités dites plus purement physiques. Puis cette perception-là, au final, ça s'est transformé dans le temps. Souvent, on dit que le racisme, il se transforme, il évolue. C'est sûr que c'est pas la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas nécessairement un manager qui va te signer un accord pour te dire que tu peux pas jouer dans sa ligue. Ça va s'être transformé, ça va être un petit peu plus implicite. Mais c'est des stéréotypes qui perdurent un peu dans l'imaginaire collectif, où est-ce qu'on peut invalider et même un peu animaliser certaines prestations de joueurs de couleur. Puis, après les années 1950, dans les pratiques collectives, c'est sûr que là, il y a eu une intégration de joueurs afro-américains. Il y en a eu davantage, un peu via les drafts, justement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été recrutés dans des universités. Puis là, ben, justement, il y a comme eu beaucoup plus de joueurs afro-américains dans les équipes. Puis ça a un peu donné la fausse impression que la ségrégation était enrayée. Mais au final, c'est sûr qu'il y a eu des très beaux parcours, il y a eu des belles carrières, des belles performances, il y a eu plus de joueurs.
le racisme n'était plus aussi clair qu'à l'époque, mais il reste qu'il y a quand même des traitements spécifiques liés aux athlètes noirs et liés aux athlètes blancs. Aujourd'hui, ça prend une forme qui est un petit peu plus implicite au niveau du racisme. C'est plus sous forme de désavantage entre les joueurs, mais c'est quand même présent. Aujourd'hui, c'est quand même observé. Puis, si je peux vous donner quelques exemples justement de ces formes de racisme-là dans le sport. Il y en a une première qui a été observée et juste pour vous spécifier, c'est pas nécessairement quelque chose qui est d'emblée. C'est pas pour dire que dans toutes vos équipes ou dans toutes les équipes, ça c'est en place aujourd'hui, mais c'est juste pour susciter une réflexion, de se demander est-ce que d'une manière ou de l'autre, ça pourrait être un peu le cas dans mon équipe ou dans ce que j'ai observé ou dans les sports que je consomme, que je regarde, les équipes que j'aime, c'est juste de se demander est-ce que ça en fait partie d'une manière ou de l'autre. Donc, la première forme de racisme, ça s'appelle le racial stacking. Ça serait de dire que sur un terrain de jeu, les positions qui sont occupées par les joueurs, il peut avoir une forme de racisme dans l'ordonnancement des joueurs puis leur position sur le terrain de jeu. Chez les athlètes noirs, ce qui a été observé, en fait, c'est qu'ils étaient minoritaires dans des positions dites stratégiques. Donc, des positions qui sont dites plus au niveau de l'esprit, de la créativité, du leadership. Qu'on pense, par exemple, à quel joueur occupe des positions de QB au foot, au football américain, au foot, au soccer en général. On peut analyser des fois la position des joueurs qui sont plus au centre versus eux qui sont plus attaquants défensifs. C'est quelque chose qui est quand même intéressant à remarquer puis à se questionner. Il y a aussi une autre forme de racisme qui a été observée, ça s'appelle le racial tasking, où est-ce que ce que les gens ont vu, en fait, c'est qu'il y avait deux joueurs qui étaient de deux identités raciales différentes, mais qui occupaient la même position sur le jeu, mais on leur voyait attribuer des tâches distinctives. Il y avait des tâches spécifiques, mais ils occupaient exactement la même place. Donc, c'est sûr que là, il peut y avoir différents facteurs. Là. C'est peut-être pas juste l'identité raciale qui a fait qu'il y avait des tâches distinctives, mais moi, on dirait que ça me fait écho un peu à l'opposition corps-esprit. Donc, on ne va pas nécessairement assigner les mêmes tâches à un joueur de couleur et un joueur blanc. Donc, il y a ça. Il y a aussi des différences salariales qui ont été observées. Et aussi, un autre point qui est intéressant à dire, c'est que souvent dans le sport, il y en a qui vont dire « Ah, ben tu sais, aujourd'hui, j'ouvre ma télévision, dans les équipes, je vois que j'ai des joueurs non blancs, il me semble plus avoir de racisme ou il y a plus de ségrégation. » Ben, en fait, ça peut être intéressant d'observer l'univers sportif plus comme justement un peu une pyramide, puis de voir la répartition des personnes non blanches, puis la répartition des personnes blanches, où est-ce que ce qui a été observé, c'est que souvent la répartition des joueurs noirs était vraiment au bas de la pyramide. Donc, plus sur le terrain, était plus limité à la sphère corporelle. Et plus qu'on montait, plus que ça blanchissait, où est-ce que quand on avait des postes justement managériales, d'encadrement, de direction, ben là, c'était plus des personnes blanches qui y siégeaient. Donc, ça revient un peu à l'opposition corps-esprit, nature-culture. Donc, sachant qu'il y a ces formes de racisme-là dans le sport, toujours aujourd'hui, je pense que ça peut être intéressant de se demander, en fait, en quoi les stéréotypes raciaux diffèrent de ce que les entraîneurs appellent communément des profils de jeu. C'est de s'interroger, en fait, sur l'ordonnancement des joueurs sur leur terrain relativement à leur couleur de peau, leurs caractéristiques, puis leur poste de jeu. C'est pas de dire que c'est clair que sur le terrain de jeu, en ce moment, c'est juste tout ce qui est placé, toutes les décisions qui sont prises, ça émane du racisme. C'est pas nécessairement ça, mais c'est plus d'amorcer la réflexion, du moins, puis de se dire, est-ce que, d'une manière ou de l'autre, dans cette décision-là précise, il y a un stéréotype racial qui aurait pu l'aider un peu, qui aurait pu motiver cette décision-là? Et probablement que cette question-là, on ne peut pas y répondre de manière claire, puis dire, non, moi, j'ai jamais fait ça, ou oui, je l'ai fait.
Je pense que c'est un processus, comme vous allez voir tantôt, qui est en continu parce que ça se fait de manière très insidieuse, hein, c'est très inconscient, c'est tellement ancré solide des stéréotypes qu'on ne peut pas y répondre de manière genre super éclairée en ce moment. Mais je pense que c'est quand même intéressant de se demander c'est quoi l'apport des stéréotypes raciaux dans les profils de jeu des joueurs, puis l'ordonnancement des joueurs sur le terrain. C'est quand même une question, je trouve, qui est pertinente à se demander en tant que coach. Puis, outre le terrain, là, ça peut être aussi dans vos interventions en one-on-one où il y a beaucoup de situations qu'un jeune peut ramener, que ce soit des conflits entre joueurs, que ce soit face à une problématique que le joueur a ramenée de la maison, que ce soit vis-à-vis le traitement entre les différents joueurs. Je pense qu'il peut y avoir différents exemples que vous devez connaître mieux que moi, mais je pense que ça serait applicable de se dire, est-ce que dans ce moment-là, les stéréotypes raciaux ont pu un peu influencer ma manière d'intervenir. Puis aussi, juste pour terminer sur les stéréotypes, en fait, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, mais tu sais, au final, le stéréotype, il est quand même positif, là, quand il s'agit de dire, je sais pas, par exemple, que les Noirs courent plus vite. Ben, tu sais, c'est pas tant mauvais de dire ça, ou ils vont dire, ben, c'est pas toujours un stéréotype qui est méchant, ou c'est en partie vrai dans le sens que souvent l'intention n'est pas de blesser. C'est une généralité qui s'est faite, puis c'est très, très rapide comme association. Le but est rarement de vraiment vouloir blesser l'autre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le stéréotype, c'est rarement positif. Même si on a l'impression que le stéréotype donne une image élogieuse, par exemple, d'un sportif, c'est rarement positif justement de faire une association aussi rapide entre le groupe d'appartenance d'une personne puis une caractéristique. Il faut juste se rappeler que plutôt que baser ces associations sur ethnie, identité raciale, caractéristiques, il faut juste revenir à l'idée de l'individualité. Puis le privilège d'individualité, c'est quelque chose qui souvent les personnes BIPOC n'ont pas versus aux personnes blanches. Souvent, les personnes blanches vont avoir ce privilège-là d'être vues sur un point de vue individuel avant d'être désignées par leur identité raciale. C'est pour ça que je pense que ça peut être intéressant de se dire « Ah ouais, c'est vrai que la prochaine fois, au lieu d'utiliser la couleur, l'ethnie, l'identité raciale, l'origine, je vais passer par l'individualité. » Puis aussi, ce qu'on a observé, en fait, c'est que souvent, le stéréotype, qu'il soit faussement positif ou négatif, on a remarqué ce qu'on appelle la menace du stéréotype. C'est que souvent, les joueurs, ils ressentaient une pression évaluative de devoir confirmer un stéréotype ou au contraire de devoir vraiment s'en dégager. Fait qu'ils ressentaient une pression, une peur du jugement, puis ce qui en résultait souvent, c'est un état d'anxiété ou de stress. Parce que là, ils sont comme, il faut que je confirme le stéréotype ou au contraire, je veux vraiment m'en éloigner. Dans les deux cas, c'est pas quelque chose de hyper productif. Donc, c'est pour ça qu'on dit que faut faire attention aux stéréotypes. C'est pas quelque chose qui est hyper efficace de se reposer sur un stéréotype puis de dire « Oh non, mais il est positif ». Non, pas vraiment. Au final, c'est plus nuisible qu'autre chose. Donc, maintenant qu'on connaît un peu justement les stéréotypes raciaux, les formes d'inégalité encore présentes dans le sport, ça peut être plus... ça fait plus de sens de se dire comment je vais intégrer l'humilité culturelle dans ma pratique. L'humilité culturelle, c'est, comme ça le dit, c'est une approche qui vise de la souplesse, qui nous pratique à être plus humble, plus souple, plus flexible. Mais je vous dirais que c'est quelque chose qui dépasse juste votre pratique en tant qu'intervenant ou en tant que coach. Ça va beaucoup plus loin que ça. Mais dans le sport, c'est vrai que ça prend vraiment tout son sens. Mais pour vous le définir un peu, l'humilité culturelle, on peut la comprendre sous 3 dimensions. La première dimension de l'humilité culturelle, c'est vraiment l'idée des partenariats.
juste pour donner une définition un peu là, de l'humilité culturelle, les gens vont s'entendre pour dire que c'est un concept qui consiste à envisager sa propre culture d'un œil critique, tout en cherchant à comprendre les autres avec respect, à reconnaître et corriger les déséquilibres de force, puis à créer des partenariats qui sont non paternalistes et mutuellement avantageux. Tantôt, quand je vous ai parlé un peu de la part historique, vous avez vu un peu les désavantages chez les joueurs de couleur versus les joueurs blancs. On a vu les dynamiques coloniales qui avaient les conséquences de ça. Donc, dans l'idée de partenariat, là, on est vraiment dans un mindset de on veut construire une relation de confiance, de confiance mutuelle, de respect, de compréhension et surtout de réciprocité. On n'est pas dans une idée de domination, là, clairement. Puis, la deuxième dimension, en fait, dans l'humilité culturelle, c'est toute la responsabilité individuelle. C'est-à-dire que dans cette approche-là, les coachs sont invités à passer d'une approche qui est plus ethnocentrique, plus one size fits all, à une approche qui est plus culturellement humble, où est-ce qu'eux-mêmes, en tant qu'individus, avant d'être coach, vont faire une introspection critique de leurs propres préjugés, parce que, comme on disait tantôt, on en a tous, de leurs hypothèses, de leurs idées préconçues, pour être plus flexible, en fait, puis un peu dans l'idée du partenariat, pour être capable de se dire, oui, je suis expert d'une certaine théorie parce que vous avez fait des très belles formations, je suis expert de ça, mais le jeune qui est devant moi, le sportif qui est devant moi, il est expert de sa réalité, il est expert de sa culture, il est expert de sa vie. Donc, c'est de se ramener à ça plutôt que de toujours un peu se ramener dans la position d'autorité, puis un peu de se créer une certaine défensive. C'est pas de dire que vous êtes plus le coach puis que vous êtes juste ami-ami, là. C'est plus de dire, vous pouvez conserver votre rôle d'autorité, mais vous êtes capable aussi de reconnaître votre limite, d'accepter le fait qu'il y a une limite justement à comprendre une culture qui n'est pas personnellement la vôtre aussi. Puis la troisième dimension, c'est au niveau institutionnel. L'humilité culturelle, ce qu'elle veut au final, c'est vraiment d'inspirer un changement institutionnel plus grand, plus positif. L'humilité culturelle veut être un cadre qui est socialement responsable, justement, puis qui pense que si les coachs, les intervenants pratiquent l'humilité culturelle, ben, ça va nécessairement engendrer un changement plus grand au niveau de la gestion, puis au niveau de la mise en œuvre des programmes. Donc, c'est un peu ça qu'il faut comme garder en tête pour l'humilité culturelle. Mais sachez que c'est différent de la compétence culturelle. Ça, c'est une distinction qui est importante à garder en tête, que l'humilité culturelle et la compétence culturelle ne sont pas la même chose. L'humilité culturelle, c'est vraiment plus au niveau de, ben, comme je vous le dis, là, c'est vraiment plus au niveau d'un processus continu, personnel, individuel avant tout. On s'engage à vie en fait, à corriger les déséquilibres de force, à faire une introspection, alors que la compétence culturelle est un peu plus au niveau formatif. Elle est plus démontrable dans le temps, elle est plus courte. C'est plus une maîtrise de connaissances au final. La compétence culturelle, c'est pas mauvais. Je pense que vous pouvez tous faire des formations comme aujourd'hui. On peut tous aller chercher de l'information, mais la compétence, justement, est un petit peu plus acquise par la suite. Elle n'est pas nécessairement renouvelée, puis elle est facilement démontrable dans le temps. Alors que l'humilité, l'humilité culturelle, elle ne termine jamais. C'est toujours ongoing. C'est de dire, je n'arrive pas à un point où est-ce que c'est réellement terminé. On va toujours travailler à déployer des efforts pour mieux se connaître les autres, puis développer des partenariats qui sont justement basés sur une confiance mutuelle. Donc, c'est ça. On peut retenir le fait que l'humilité, c'est vraiment l'idée d'être dans une posture d'apprenant. Donc, si on est dans une posture d'apprentissage, ces apprentissages-là doivent être renouvelés face à nous, face aux autres. Puis, on n'est pas dans une position statique, un peu juste d'élève qui reçoit de l'information, puis c'est terminé. On est vraiment dans quelque chose qui est toujours en évolution. Puis,
un élément auquel il faut être attentif, en fait, peut-être que vous avez vous-même des exemples qui vous viennent en tête lorsque vous avez intervenu avec des joueurs, des familles de joueurs, des groupes d'élèves. Il peut y avoir toutes sortes de situations où est-ce que c'est intéressant de se rappeler, de toujours un peu garder dans votre esprit l'idée de dire, dans mon intervention, dans mes suggestions, mes conseils, est-ce que, est-ce que mon idée de ce qui est meilleur, est-ce que c'est vraiment contextualisé? Ben, ce que je veux dire, en fait, c'est que c'est parce que souvent, notre éducation, notre conditionnement culturel va produire une vision du monde qui se reflète dans notre travail. Puis parfois, ça peut être au détriment des joueurs, au détriment du client ou de l'élève devant nous. Donc, c'est juste de dire, de garder ça en tête. Comment mon éducation, mon conditionnement culturel produit une vision du monde qui peut se refléter dans mon travail. Fait que ça, il faut le garder en tête. Puis parce que souvent, en fait, ce qui a été observé, c'est que des personnes vont suggérer des pratiques qui elles-mêmes jugent comme étant meilleures, comme un peu si c'était des pratiques universelles, puis tout le monde pratiquait ça, puis ça va de soi, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Mais des fois, c'est justement d'amener un peu de souplesse, puis de dire, ben en fait, ça, c'est une meilleure pratique, considérant le contexte et le pays et la société dans laquelle on est actuellement, mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour la personne qui est devant toi, puis son contexte de vie. Donc, c'est d'être vraiment sensible à ça pour, pour faire mieux. Puis, je pense qu'on peut faire preuve d'humilité face aux différentes perspectives dans la pratique du sport, dans la place que le sport doit occuper dans nos vies, dans la définition de la performance, la définition du succès, la définition de la compétition. Je pense que ça peut être intéressant de se dire, on n'a peut-être pas tous la même vision du sport au final. Fait que je pense que ça peut être vraiment intéressant à garder en tête. Puis, là, c'est ça, je vous dis beaucoup d'informations sur l'humilité culturelle. C'est normal si c'est pas nécessairement hyper clair il n'y a pas de protocole dans l'humilité culturelle en tant que tel sur OK, qu'est-ce que je dois faire demain avec mes joueurs, parce que on le dit, c'est un processus continu. Donc, il y a une stratégie intentionnelle. On n'est pas dans des objectifs précis, des modes d'action précis. On est plus dans un mindset, une approche qu'on veut intégrer à notre vie. Donc, ça serait comme un peu contradictoire de vous dire voici le protocole à faire, c'est définitif, je vous le remets. C'est plus quelque chose qui, justement, on discute, puis ça fait son chemin dans vos vies. Mais quand même, peut-être des petites pistes de réflexion que je peux vous donner pour amorcer un processus d'humilité culturelle dans votre pratique. Quelque chose qui est intéressant, c'est de se dire, de commencer en fait par challenger le sentiment de sécurité associé aux stéréotypes. Le sentiment de sécurité associé aux stéréotypes, on l'a dit tantôt, les stéréotypes, c'est quelque chose qui se fait super rapidement dans notre cerveau. C'est une association. Pour certains, c'est un fait. C'est même pas questionnable, c'est comme ça. Mais justement, il faut arriver à un peu secouer ce sentiment de sécurité-là, parce que beaucoup de gens vont se ranger du côté des stéréotypes. Ils vont pas tant les remettre en question. C'est vrai que ça peut être familier, hein? Ça peut être connu, ça peut être confortable même pour certains de se ranger du côté des stéréotypes et de pas trop les remettre en question. Mais justement, dans l'approche de l'humilité culturelle, on veut les secouer un peu. On veut se dire, ben non, au final, j'ai pas envie de m'asseoir sur ce fait-là. Je veux le remettre en question, puis je veux faire mieux. Donc, c'est de se challenger soi-même dans ce sentiment-là, puis de se dire, je ne prendrai pas le raccourci facile, je vais y aller dans ce qui est peut-être un peu plus inconfortable, un peu plus confrontant. Puis, un autre truc à challenger, c'est le faux sentiment de sécurité dans la formation. Donc, ça fait un peu écho à ce que je vous disais tantôt au niveau de la compétence culturelle puis de l'humilité culturelle. C'est de se dire, en tant que professionnel, au final, on a nos diplômes puis nos formations, ce qui est excellent, c'est très noble, toute la formation que vous avez prise, mais c'est que si vous voulez pencher plus vers une approche d'humilité, vous devez aller chercher de l'information constamment qui doit être renouvelée.
on ne peut pas juste s'asseoir sur le fait qu'on a fait notre bac ou peu importe c'est quoi la formation qu'on a fait, il faut quand même se garder up-to-date. Donc, il faut vraiment s'engager dans une auto-réflexion de manière continue. Puis, un autre élément qui est important par rapport à ça, en fait, dans le processus d'humilité culturelle, c'est d'arriver à un point où est-ce qu'on est capable de dire ce qu'on ne sait pas. De juste dire, par exemple, un élève, un joueur arrive avec une situation, une problématique, ou peu importe la situation, là, mais c'est vraiment d'être capable de dire qu'on ne sait pas. Ça revient un peu tantôt à dire qu'on n'est pas des experts de tout, on ne connaît pas tout. Donc, c'est correct de dire qu'on ne connaît pas, d'aller chercher l'information qui nous manque plutôt que de dépendre d'un joueur ou d'un élève, d'un jeune pour nous éduquer culturellement sur quelque chose, d'aller chercher l'info justement pour éviter des micro-agressions raciales peut-être, pour éviter de perpétuer des dynamiques coloniales. Tout ça, on peut aller chercher l'information aujourd'hui, c'est accessible. Donc, c'est de le dire quand on ne le sait pas, plutôt que de se ranger derrière la défensive ou l'évitement ou le déni. C'est de le dire. Puis, une autre piste de réflexion par rapport à l'humilité culturelle, ça serait, tantôt, je vous ai parlé de la responsabilité individuelle, ça serait justement, je pense, de toujours garder en tête le fait qu'on a des préjugés, qu'on est encore dans une société qui est racialement divisée. Donc, de se questionner non seulement sur sa pratique, mais sur sa vision des choses, sur sa perception. Puis, comme je vous disais tantôt, de remettre en cause notre conditionnement culturel, notre éducation, puis les effets que ça a eu sur notre vision du monde, puis sur notre pratique. De regarder les moments où est-ce qu'on a pu faire des commentaires racistes, qu'ils soient intentionnels ou involontaires. Parce que comme beaucoup de gens vont dire, pour tendre vers une approche plus antiraciste, il faut reconnaître tous les moments où est-ce qu'on a pu être raciste. Donc, ça, c'est nécessaire à pouvoir être dans une approche qui est plus humble et plus honnête au final. Et ça, c'est peut-être la partie un peu plus psychothérapeute, mais il y a deux émotions qui sont vraiment intéressantes d'appliquer dans votre pratique, c'est d'intégrer l'empathie et l'acceptation versus la tolérance. D'exprimer justement de l'empathie, de l'acceptation face à différentes réalités, différentes expériences, différents points de vue. C'est souvent beaucoup plus productif, beaucoup plus positif que d'être juste dans la tolérance. Comment on peut définir ça, en fait, c'est de justement adopter certains points de vue, même si personnellement, on n'y croit pas, peut-être. C'est de, justement, on peut être en désaccord avec un jeune, un sportif, une idée, mais on est quand même capable de lui accorder le droit d'avoir ses opinions. Puis l'acceptation, ça se développe en intégrant de l'empathie au quotidien. Et l'empathie, ça, c'est pas quelque chose là, que tout le monde a, là, ça se développe avec le temps. L'empathie, c'est la capacité à se connecter à l'expérience de l'autre, à ajuster son cadre de référence pour comprendre juste une partie de ce que l'autre veut nous expliquer à ce moment-là. Donc, si on travaille à intégrer davantage de l'acceptation puis de l'empathie, ça ne peut qu'avoir un effet positif sur nos interventions professionnelles et personnelles. Ça, c'est garanti. Puis peut-être plus, finalement, au point de vue, plus au point de vue institutionnel, comme je le disais tantôt, c'est sûr que si vous travaillez votre connaissance de soi, si vous vous questionnez davantage sur votre personne, sur vos hypothèses, sur vos préjugés, puis vous travaillez à développer l'empathie et l'acceptation chez vous, c'est sûr que ça va inspirer plus de connexion, plus de compréhension pour des communautés qui sont plus stigmatisées.
c'est sûr que ça va avoir cet effet-là. Puis au final, c'est ça que l'humilité culturelle souhaite, c'est qu'il y ait un changement plus grand. Puis si vous avez plus de connexion, plus d'empathie pour des communautés plus stigmatisées, ben il va peut-être avoir un désir de faire de plus grands changements et de les aider face à des obstacles institutionnels que beaucoup de communautés racialisées font face. Et ce que ça peut avoir pour effet, c'est qu'il va y avoir une diversité dans les niveaux de gestion et il va y avoir une plus grande représentativité des points de vue et dans la création des programmes, dans la formation, dans la pratique, dans l'évaluation, ça va être quelque chose qui va être plus adapté aux clientèles, finalement. Ça sera plus diversifié. Donc là, je vous ai lancé vraiment beaucoup d'informations concernant l'humilité culturelle. Sachez que c'est normal si c'est encore un peu flou. C'est vraiment voyez-le comme un continuum. C'est vraiment quelque chose qui est ongoing. C'est pas quelque chose qu'après un cours, admettons, on est OK, là, je suis un culturellement. C'est vraiment quelque chose qui se travaille à travers le temps. Mais sachez que c'est plus un processus qu'un objectif. Puis, ça évolue avec vous. Ça évolue à travers le temps, puis c'est quelque chose qu'on souhaite intégrer à sa pratique, puis qui va avoir des effets à long terme, non seulement avec la clientèle avec laquelle vous travaillez, mais avec vos relations en, en individuel aussi. Euh, mais je pense que l'important, en fait, c'est de se rappeler qu'on peut faire mieux. Puis, c'est vraiment, si vous souhaitez intégrer l'humilité culturelle dans votre pratique, c'est une très belle sensibilité. Souvent, on va passer par un moment qui est un petit peu plus confrontant, plus instable, plus inconfortable. Puis, c'est ça, justement, qu'on peut transformer à être plus positif pour la suite. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir été attentif. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous ai lancé beaucoup d'informations comme ça, mais je vous remercie pour votre écoute. Merci, merci à toi. Merci beaucoup, Annabelle, pour cette super présentation. C'était vraiment intéressant. J'ai pas arrêté d'avoir la tête sur mon cahier pour noter des choses. C'était vraiment intéressant. Donc, maintenant, c'est la période des questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez simplement utiliser l'outil lever la main qu'il y a en bas sur Zoom. Je pense qu'on est un peu tous maintenant à l'aise avec Zoom. On sait comment les trouver. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis on vous donnera la parole suite à ça. Et vous pouvez aussi utiliser le chat comme vous voulez. Puis